Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Objectif, émission qui traite des sujets de société dans notre département. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nos oreilles puisqu'on va parler des acouphènes. Entre 7 et 15 millions de Français, et c'est énorme, souffriraient d'acouphènes. Une pathologie qui peut avoir, on s'en doute, de grosses conséquences. Et pour en parler avec nous autour de la table, docteur Philippe Peignard, vous êtes spécialiste des thérapies comportementales et cognitives appliquées aux intolérances auditives, mais aussi spécialiste des acouphènes. Avec nous également Pierre Carati, Pierre qui souffre d'acouphènes depuis plus de 30 ans. On va en parler dans quelques instants. Et enfin, docteur Pierre Lavagna, spécialiste en autoneurologie qui a ouvert un centre exclusivement dédié aux acouphènes à Monaco. Merci à tous d'être présents aujourd'hui avec nous donc pour parler de cette pathologie qui toucherait, on l'a dit, au moins 10% de la population française. Avant tout, on va faire le point avec vous, Philippe Peignard. Qu'est-ce qu'un acouphène ? C'est une manifestation électrique dans le cerveau, un signal nerveux qui est transmis à la conscience si le cerveau est en situation de le transmettre à la conscience. Ça veut dire qu'il peut rester inconscient très longtemps. Et si les circonstances font que le cerveau est en capacité de le transmettre à la conscience, ça va être transmis à la conscience. Donc c'est un signal nerveux qui a plusieurs origines, qui peut être aussi bien lié à l'activité spontanée de l'oreille, comme secondaire à des lésions survenues après des traumatismes sonores ou d'une autre nature, qui créent une anomalie dans les circuits nerveux auditifs. Et à partir de là, le signal est émis, transmis ou pas à la conscience. Alors, on a peut-être du mal à s'imaginer à quoi ça ressemble. Je vous laisse tendre l'oreille. On me dit qu'on peut montrer à nos téléspectateurs à quoi cela peut correspondre. C'est quand même extrêmement dérangeant. Pierre, je me tourne vers vous. Vous souffrez donc d'acouphènes. Est-ce que ça ressemble de près ou de loin à ce que vous ressentez, à ce que vous entendez ? Ça ressemble un peu. Surtout le premier bruit peut-être un peu. C'est plus un sifflement. Voilà. Bon, c'est moins violent que ça quand même, hein, mais c'est ça, c'est un sifflement continu en fait que vous avez dans les oreilles. Et ça, c'est tous les jours, aujourd'hui, dans votre quotidien Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Alors après, on finit par ne plus y prêter attention. Puis à certains moments, ça revient. Puis ça repart. Donc, mais ouais, c'est tout le temps. Et j'imagine que ça a un impact, que ça a eu, du moins un impact dans votre quotidien, ces sifflements, ce bourdonnement. Oui, c'est surtout quand ça arrive au début, quoi, qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est assez difficile à vivre. Parce qu'en fait, on panique, on se demande ce qu'on a, on se demande pourquoi ça part pas. Et si vous voulez, ça vous prend beaucoup de place en fait. Et on pense plus qu'à ça. C'est ça qui est difficile. À quel moment sont survenus ces acouphènes pour vous ? Alors moi, il y a très très longtemps, ça a commencé, puis ça s'était calmé. C'est après, moi j'ai eu plusieurs pics, on va dire, plusieurs crises. Et ça a été souvent à cause de chocs auditifs. Donc soit après un concert, soit après un ballon qui a éclaté à côté de mon oreille, qui avait relancé la chose. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais à peu près tranquille. Mais c'est pas obligatoire, puisque la dernière crise que j'ai eue où mes acouphènes sont revenus vraiment dérangeants, c'était il y a 8 mois à peu près. Et il n'y avait pas spécialement j'ai pas reçu de choc auditif ce jour-là ou quoi, mais ils se sont réveillés. Aujourd'hui, vous avez appris à vivre avec ? Alors oui, surtout depuis que j'ai rencontré les docteurs Lavagna et Peignard. Parce que si vous voulez, moi, mes acouphènes, quand je les avais avant, en fait, on les subit, les acouphènes, quand on ne sait pas. On subit. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, ça n'allait pas. Vous dites, j'ai pas de chance, pourquoi ? Et puis quand ça va bien, mais vous ne savez pas pourquoi ça va bien, en fait. Et le fait d'avoir rencontré les docteurs Peignard et Lavagna, en fait, m'a appris qu'il y a des outils pour que ça aille bien. En fait, c'est un travail à faire avec le cerveau, des exercices et tout, qui vous permettent justement de décrocher un peu de ce bruit continu. Et vous finissez par ne plus l'entendre, ou si vous l'entendez, parce que moi je l'entends, bon là je l'entends pas par exemple quand on discute, parce qu'il y a quand même un bruit autour et tout, mais vous arrivez à un moment où même si vous l'entendez, ça vous pose plus de problème. Ça vous empêche pas de vous endormir, ça vous procure pas de stress particulier. Oui, on s'adapte. C'est vraiment l'objectif, parce qu'en fait on s'en libère vraiment jamais, ils seront toujours là. Il faut vraiment apprendre
se confronter à l'acouphène et à l'intégrer un peu dans son environnement sonore. Docteur Lavagna, ça a de vraies répercussions sur la santé, un bourdonnement comme ça au quotidien? Alors, il est certain que si ça dure quelques minutes après un concert ou après une explosion ou quelques heures, on va dire quelques jours, le retentissement sur la santé, il est minime, voire inexistant. En revanche, si ce symptôme se pérennise et commence à entraîner effectivement ce qu'on décrit comme une boucle attentionnelle et émotionnelle autour de ce bruit, qui est un bruit qui est généré, comme l'a dit le docteur Peignard, par le système nerveux, un bruit généré par le système auditif lui-même, et perçu ou pas, au niveau conscient. C'est sûr que si ça devient pérenne, là, ça peut engendrer des réactions de stress, voire de dépression, et ça peut effectivement retentir gravement sur la qualité de vie du patient. Alors malheureusement, on parle aussi de plus en plus de cas de suicide chez les personnes qui en souffrent. Sur les réseaux sociaux, la parole s'est également libérée. Est-ce que vous l'avez constaté, ça ? Alors oui, le problème, c'est que ne viennent intervenir sur les réseaux sociaux que les gens qui ont des problèmes graves au niveau des acouphènes. Quelqu'un qui a un acouphène pendant une semaine et qui disparaît, ou quelqu'un qui a un acouphène intermittent, etc., ne va jamais aller sur les réseaux sociaux pour en parler. Et on se retrouve avec un filtre grossissant au niveau des réseaux sociaux où on va évoquer uniquement les cas les plus graves, et on va avoir en fait des fausses croyances qui vont s'installer autour de l'acouphène, comme quoi par exemple oui, on peut devenir dépressif, on peut se suicider, ça peut aller jusqu'à... Alors c'est pas une fausse croyance dans le sens où ça n'existe pas, mais c'est un effet grossissant, il n'y a pas de traitement, on peut pas s'en sortir, etc. Toutes ces fausses croyances vont alimenter en fait la survenue d'acouphènes. Je pense que le docteur Peignard va expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais ça va engendrer une charge attentionnelle et cognitive, émotionnelle autour d'un symptôme qui est en fait banal, que tout le monde a des acouphènes, c'est le bruit de fond du système auditif. À un certain moment, n'importe qui peut le ressentir après une explosion, où spontanément on dit tiens, il y a quelqu'un qui pense à moi, et puis ça passe. Sauf que s'il y a cette boucle attentionnelle, émotionnelle qui vient se mettre en place, à ce moment-là, effectivement, ça devient un vrai sujet. Ça touche un pan énorme de la population, tout de même, avec des profils très différents. Pourquoi ces acouphènes sont encore si mal compris du grand public? On en parle de plus en plus ces dernières années. Déjà, il y a des recherches tout à fait intenses qui sont menées sur la compréhension des processus neurophysiologiques qui sont sous-jacents. Et on voit bien la complexité dans ces recherches, on voit bien la complexité des processus en cause qui pose un problème pour l'éradication du signal qui est à l'origine de ce trouble. Alors, la façon dont les thérapies comportementales et cognitives permettent d'aborder les choses ne fixe pas l'attention, si j'ose dire, sur le signal lui-même, sur la question de l'acouphène. Le problème n'est pas l'acouphène, le problème c'est l'intolérance à l'acouphène. Il y a un processus cognitif, comme on dit, c'est-à-dire la manière d'aborder l'acouphène qui est en cause, d'où, comme l'expliquait le docteur Lavagna, l'importance et la gravité de ce qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux qui influe sur la manière d'aborder l'acouphène pour les personnes qui sont concernées, qui va donc générer toutes ces boucles émotionnelles et attentionnelles. Donc la thérapie comportementale et cognitive s'adresse à l'intolérance en réussissant à juguler l'intolérance. Les personnes finissent par percevoir leur acouphène dans des conditions diverses et variées, mais ne plus avoir cette intolérance qui les fait déprimer finalement. Parce que pour vulgariser, finalement, ce que vous dites, c'est que c'est aussi nous-mêmes qui accentuons ces bruits, ces bourdonnements que l'on entend, parce que tout le monde, c'est ce que vous disiez, finalement, a des acouphènes. C'est ça, l'acouphène peut très bien rester produit dans le système nerveux sans être conscient, puis au gré de certaines circonstances, porté à la conscience. Et puis ensuite, il y a deux types d'attitudes à l'égard de cet acouphène. Des gens qui vont simplement remarquer qu'ils ont un acouphène,
et ne pas en tirer de conclusions particulières, et d'autres qui vont à l'égard de cet acouphène développer une intolérance, et à partir de là, ça va mobiliser leur attention, et en mobilisant leur attention, plus on fait attention à quelque chose, plus on en a conscience, et plus on en a conscience, plus l'intensité perçue est élevée. Donc c'est tout ce processus qu'il faut déconditionner, c'est cette désensibilisation comportementale et cognitive qui est possible de réaliser. Docteur Lavagna, est-ce que les patients qui viennent consulter arrivent souvent aussi après une errance médicale? Ah oui. Alors, je dirais que c'est presque systématique en fait. La raison en est extrêmement simple. C'est que l'acouphène, comme l'a expliqué le docteur Peignard, a des origines multiples. La physiopathologie de l'acouphène est complexe, elle est encore en cours d'étude. Il y a des mécanismes qui sont multiples et malheureusement, ils sont mal connus parce que peu enseignés. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que dans la spécialité qui est la mienne, qui est l'otorhinolaryngologie, en fait, la formation des médecins, on va dire, ces 30 dernières années, a été essentiellement axée sur la chirurgie. ORL, donc le nez, la gorge, les oreilles, etc. Et que cette partie, on va dire, médicale et dédiée à des symptômes comme les acouphènes, a été peu enseignée, intéresse peu de collègues, et finalement, peu de collègues ont la formation et les connaissances en physiopathologie pour expliquer, ou peut-être que certains n'ont même pas envie de faire ça, parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Consultation d'acouphène, c'est 1 heure. Donc, une consultation d'ORL standard dans un cabinet, audiogramme compris, c'est généralement une quinzaine de minutes. Donc, pour s'occuper correctement d'un patient acouphénique, il faut du temps, il faut des connaissances, et je veux dire qu'aujourd'hui, ce temps et ces connaissances sont peu disponibles, parce que la plupart de mes collègues sont essentiellement spécialisés dans la chirurgie, et du coup, il y a très peu d'endroits où les patients peuvent obtenir, on va dire, les informations pertinentes et utiles pour eux, pour comprendre leur pathologie. Pierre, vous avez été diagnostiqué. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été, à un moment ou à un autre, écouté et orienté, du moins suffisamment écouté ou orienté lors de vos premières consultations médicales? Alors au début, pas du tout. C'est exactement ce qu'expliquait le docteur. En fait, on se trouve devant un vide où on a l'impression que même le médecin ORL ne comprend pas en fait, ou ne répond pas du tout à ce que nous on veut, à nos questions, à nos attentes. Moi, dans toutes mes phases d'acouphène depuis que j'en souffre, j'ai eu des réponses qui ont été même très difficiles à entendre. Moi, j'ai eu un docteur je lui ai expliqué que mes oreilles sifflaient, que la nuit, on m'a dit de m'endormir avec une radio. Ben, mettez la radio à côté de l'oreille et puis vous pensez à autre chose. Merci, au revoir. Voilà, quand ça vous arrive, vous êtes par terre, là, c'est dur à entendre. Et après, par contre, j'ai rencontré, même avant de rencontrer le docteur Lavagna et le docteur Peignard, j'avais rencontré un médecin sur Nice, le docteur Bertrand Geoffrey. Et c'est le premier médecin qui a vraiment apporté une réponse totalement différente à ce que j'avais entendu avant. Qui m'a expliqué ce que c'était, pourquoi ça arrivait, comment on pouvait vivre avec, s'en sortir. Et c'est vraiment la première fois. Et c'était, il a vraiment posé le doigt sur ce que vous ressentez. Ouais, voilà, c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc il y avait quand même pendant 15 ans avant où c'est peut-être votre mâchoire, c'est peut-être ou alors jusqu'à je vous dis mettez la radio et puis ça on pensera à autre chose. Ça c'est dur. Et maintenant, c'est ça je pense aussi qui manque beaucoup aux gens, c'est de savoir qu'en fait maintenant il existe des moyens d'aller mieux et que c'est pas seulement un coup de chance si ça va mieux et un coup de moins bien si ça va pas. Et c'est pas encore assez diffusé, moi, je trouve. Moi, par exemple, j'ai mis du temps à trouver le docteur Lavagna. Je savais pas. Et pourtant, quand vous n'êtes pas bien, croyez-moi, vous faites des recherches, vous êtes là, spécialiste acouphène, Nice, Alpes-Maritimes. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Mais ça existe. Est-ce qu'il y a des régions ou des départements où on est peut-être le plus touché par les acouphènes? Ma question, elle est celle-ci. Est-ce que notre environnement joue un vrai rôle aussi dans ces acouphènes-là? Est-ce qu'il y a un rôle là-dedans
Pas à ma connaissance, tu crois que... Non, Est-ce que moi non notre plus. environnement, par exemple, il peut y avoir des personnes qui travaillent dans les travaux, voilà, dans la rue, Oui, mais c'est plus des une traumatismes vraiment auditifs qui peuvent causer ces acouphènes par la suite? Ah mais oui, ça, tout à fait. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une question de région, on est dans une question d'activité professionnelle ou de loisirs qui va créer des lésions. Et le docteur Lavagna peut peut-être aborder cette question-là qui est fondamentale. Oui, oui, tout à fait. Alors, il est clair que le signal dont on parle depuis le départ est généré principalement par le système auditif. Lorsque le système auditif est en bon état, il génère un signal faible, qui peut être filtré ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de perte auditive et qui entendent tout de même le faible bruit que fait son système auditif, qui est généré de toute façon. C'est comme le bruit de fond d'une radio. Une radio de nos grands-parents qui diffusait ici Londres, il y avait un bruit de fond terrible. Une radio numérique aujourd'hui, elle fait très peu de bruit, mais dans tous les cas de figure, il y a un bruit. Et il est clair que toute lésion du système auditif, principalement chez les gens qui sont exposés au bruit, alors bien sûr, on part des expositions professionnelles, la personne qui fait du marteau-piqueur ou qui travaille dans le bâtiment en général, mais aussi, ce qu'il faut insister, c'est de dire qu'aujourd'hui, nos jeunes, avec la musique amplifiée, et leur pratique de gaming, d'écouter la musique à fond, d'aller en boîte de nuit, etc. Aujourd'hui, nos jeunes sont exposés à des lésions auditives très précoces. Et on a environ 30 à 40% des jeunes de moins de 20 ans, quand ils sont testés, qui ont déjà des lésions auditives. Et évidemment, ces lésions auditives vont augmenter le bruit de fond du système auditif et vont engendrer plus d'acouphènes que, par exemple, dans les générations précédentes, où on n'avait pas ce problème. Pierre Lavagna, vous parlez énormément justement de dépistage, et ce, dès le plus jeune âge. Est-ce que c'est primordial pour éviter ce genre de complications à l'âge adulte ? Alors, le dépistage, en fait, ce qui est important, c'est pas en dépistant un problème de surdité qu'on va, on va dire, l'empêcher de survenir. En revanche, la prévention, donc l'information, dès le plus jeune âge, auprès des parents, auprès des jeunes, auprès des enfants, pour les prévenir de la gravité de s'exposer de façon prolongée, répétée, à des bruits intenses, ça c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui? Quelle prise en charge on a pour ces patients qui souffrent d'acouphènes? Alors, je vais commencer, puis ensuite je vais passer la parole à mon confrère à côté, parce qu'une des solutions, elle est située à ma droite, et probablement la plus efficace. Donc, il est certain que lorsqu'il y a un problème de perte auditive, la première chose, mais une perte auditive qui nécessite des aides auditives, la première chose, c'est de corriger la perte auditive. Parce qu'en corrigeant la perte auditive, on va stimuler le système auditif en général et on va baisser le niveau de l'acouphène, et en plus de ça, on va le masquer. On va redonner de l'information dans une zone où il n'y a que l'acouphène, et en restaurant de l'audition du son dans cette zone où il n'y a que l'acouphène, on va le masquer et le diminuer. Donc ça, c'est la première chose. Et après, une fois que ça s'est fait, si ça ne suffit pas, à ce moment-là, on peut avoir recours à différentes thérapeutiques extrêmement efficaces, parce qu'on est quand même de l'ordre aux alentours de 70-80%. Philippe me le confirmera. Mais moi, ce que je recommande en premier, compte tenu de la connaissance que j'ai de la physiopathologie des acouphènes, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Et là, je passe la parole à mon ami et confrère. Alors, c'est quoi la solution miracle? On ne peut pas parler de miracle. Alors, déjà, effectivement, les résultats qui ont été publiés à ce sujet-là montrent que les thérapies comportementales et cognitives sont efficaces à hauteur de 70%, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la gêne de l'ordre de 70% dans environ 70 à 80% des cas. Ce qui est quand même énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc, la thérapie comportementale et cognitive s'adresse très précisément à cette intolérance dont je parlais, un mécanisme de l'intolérance, et ça consiste à faire des exercices qui portent sur l'attention, qui portent sur la manière de faire attention aussi bien au bruit en général, à l'acouphène en particulier, mais aussi attention à soi, attention à ce qui se passe en soi, dans son esprit aussi. Et donc cette manière d'apprendre à
comprendre comment marche le processus de la prise de conscience et d'amplification de l'acouphène permet, quand on est confronté à des poussées, à des crises de perception acouphénique, d'utiliser ces techniques comportementales pour faire rapidement baisser l'intolérance et revenir à un état de fonctionnement normal, réussir à reprendre ses activités. Il y a un problème majeur avec l'acouphène et qui aboutit justement à des états dépressifs quelquefois sévères, c'est que les personnes confrontées à cette intolérance finissent par ne plus envisager de faire ce qu'elles ont envie de faire dans la vie courante. Elles font donc un prérequis de la disparition de l'acouphène pour faire des choses. Et donc mon boulot, c'est de leur apprendre qu'ils peuvent reprendre leurs activités malgré que l'acouphène soit encore là. Alors, il y a une difficulté par rapport à l'accès aux thérapies comportementales et cognitives parce qu'il y a peu, là aussi, de thérapeutes comportementalistes qui soient formés à la prise en charge des acouphènes. Et c'est la raison pour laquelle je mets au point une application qui permettra aux personnes de s'initier en ligne, de commencer à voir le chemin et à peut-être se rendre compte par eux-mêmes, par les propositions qu'on va faire, de la perspective positive dans laquelle ils peuvent s'engager et se libérer de cette intolérance à ce signal. C'est une application gratuite qui est déjà disponible Alors, elle n'est pas disponible, elle est en cours d'élaboration et on espère bien qu'elle sera gratuite et on espère bien, y compris si elle ne l'est pas, qu'elle sera prise en charge par la sécurité sociale. Alors, il nous reste peu de temps, mais quel comportement on peut adopter justement pour éviter ces bourdonnements, ces acouphènes-là? Est-ce qu'il y a des comportements qu'on peut déjà appliquer? Alors, juste avant de parler de ça, moi, je tiens à dire quand même que la thérapie cognitive et comportementale, après les aides auditives quand elles sont nécessaires, sont pour moi un traitement de première ligne. Mais il y a des alternatives. Il y a aussi des médecins qui prescrivent avec un certain succès des médicaments neurotropes. Donc des médicaments qui agissent sur le système nerveux central. Ce n'est pas ma pratique, mais il y a des médecins qui le font avec des pourcentages de succès qui sont tout à fait intéressants. Et il y a aussi ce qu'on appelle la neuromodulation bimodale, qui est un procédé novateur, qui est apparu il y a seulement quelques années, qui consiste en fait à envoyer des informations au système nerveux central, à la fois sur le plan auditif et sur une autre modalité, en l'occurrence le lénir associe des stimulations linguales et des stimulations auditives. Et on a là aussi, avec ce procédé qui n'est pas remboursé par les caisses sociales, qui est cher, on a aussi des résultats qui sont intéressants et qui ont été démontrés par des études cliniques. Voilà. Alors maintenant, pour répondre à votre question... quel comportement on peut adopter rapidement? Alors, là, je vais renvoyer la balle à mon ami. Ce comportement... Il y a des comportements qui sont positifs pour ça, mais ça s'apprend. Alors, ça peut s'apprendre à l'aide d'un logiciel dans le futur, mais comme ça, on va dire, relève, on va dire, d'un fonctionnement, d'une façon d'aborder la vie de façon comportementale, c'est-à-dire quelle attitude dois-je avoir, eh bien ça relève vraiment de la thérapie comportementale. Oui, je crois qu'il y a... Trois gestes avant de terminer rapidement. Je voudrais bien dire comment faire pour faire face, mais c'est qu'une fois que les personnes sont rentrées dans l'obsession de la perception, qu'il y a problème. Donc il faudrait ne pas rentrer dans l'obsession, mais ça, il n'y a pas d'anticipation à ma connaissance possible. Ça arrive, et c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que il perçoit son acouphène depuis longtemps, et puis d'un seul coup, quelque chose a fait basculer, il n'a pas compris ce qui s'est passé, donc c'est difficile de dire ce qu'il aurait pu faire pour que ça n'arrive pas. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir été avec nous, merci pour cet échange. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dans l'Objectif. À très vite.